Donc, bah, écoutez, je me présente, je suis toujours Thierry Lefebvre et je vais déjà partager mon écran pour une présentation assez différente, qui a quand même toujours très, je dirais, à l'art. Hein, voilà. Euh, alors, je vais le mettre en grand si j'y arrive. Diaporama. Voilà. Donc, vous voyez, là, on va parler de Marcel Duchamp, personnage que j'aime beaucoup, grand artiste, que j'aime beaucoup aussi parce qu'il était assurément très intelligent. Ah, excusez-moi, petit problème technique, ça va beaucoup trop vite. Qu'est-ce que c'est que ça? euh, J'essaye de reprendre la main. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Marcel Duchamp, j'ai un petit problème. Je ne sais pas pourquoi ça démarre tout seul comme ça. Bon, on va le faire comme ça, hein, plus simplement. Donc, je ne vais pas me répéter 15 fois. J'aime beaucoup Marcel Duchamp et j'aime son humour aussi, qui fait partie du personnage, son côté un peu facétieux, donc m'a toujours un peu subjugué. Donc, vous le voyez ici dans une photographie bien connue qui est à la Yale University Art Gallery. On est en 1920, quelque chose comme ça. Il doit avoir 33 ans aux environs. C'est à lui que l'on doit le terme de ready-made qu'on va explorer pendant cette communication, donc terme que l'on traduit évidemment habituellement par l'expression tout fait. Voilà, c'est surtout les Américains qui le traduisent comme ça d'ailleurs. Et c'est un terme qu'il a imaginé en janvier 1916 dans un courrier qu'il reprendra évidemment par la suite pour désigner un objet manufacturé qu'un artiste, en l'occurrence lui, mais ça peut être l'autre artiste évidemment, s'approprie. Dans le dictionnaire abrégé du surréalisme, coordonné en 1936 par André Breton, Duchamp donne du Ready-Made cette définition très simple, très succinct, objet usuel promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste. À partir de là, évidemment, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup d'ouvrages, d'articles innombrables publiés par des historiens de l'art, donc je ne reviens pas sur cette question. Pour l'anecdote, je rappelle quand même que Duchamp aimait bien rire, puisqu'il proposait dans le même dictionnaire abrégé du surréalisme, ce qu'il appelait le ready-made réciproque, et je cite la définition d'un type de ready-made réciproque, se servir d'un Rembrandt comme planche à repasser. Voilà. Euh, alors, sur la diapo suivante, vous voyez bon, les trois célèbres ready-made. Donc, vous avez alors les ready-made ou des reproductions, hein, parce que Duchamp était également un personnage malin qui a su faire fructifier ses idées. Par ordre chronologique, on reconnaît la roue de bicyclette qui date de 1913 et considéré comme le premier ready-made, porte-bouteille qui date, lui, de 1914, qui était vraiment un porte-bouteille presque banal, avec néanmoins la signature de Duchamp et la fameuse fontaine de 1917. Et on constate en regardant ces trois ready-made que les opérations menées par l'artiste, en l'occurrence Duchamp, sur ces objets manufacturés sont assez différentes. Autant pour porte-bouteille, l'intervention est minimaliste, on pourrait dire. Autant pour la roue de bicyclette, il y a
à une proposition d'exposition de cette roue, et en plus c'est de l'art dynamique, cinétique. Autant pour La Fontaine, il y a inversion de l'appareil en question, on a retiré un certain nombre d'éléments, il y a cette signature énigmatique, et cette date de 1917. Bon, je signale qu'il y a aussi des discussions à propos du fait que est-ce que c'était bien Marcel Duchamp qui avait eu cette idée, ou on a parlé en particulier d'une artiste allemande. Je ne peux pas trancher n'étant pas spécialiste de la question, et tel n'est pas mon sujet. Je vais vous parler de ce ready-made, donc qui est intitulé Air de Paris. Alors, tout d'abord, le contexte. Nous sommes vers la fin 1919, on ne peut pas le dater précisément, probablement décembre 1919, et Duchamp est sur le point de retourner aux États-Unis, hein, il fait la navette assez régulièrement, et il réfléchit à un cadeau original, si possible, puisque c'est vraiment son domaine de prédilection, de l'originalité, pour son ami et mécène Walter Arensberg. Et il imagine donc cette ampoule de sérum physiologique vidée de son contenu et qui a été rempli à la place d'air de Paris, hein, comme ça qu'il le définit. On va revenir sur les circonstances de la réalisation de ce ready-made. Toujours est-il qu'il débarque à New York de son transatlantique le 6 janvier 1920, et que dans ses bagages se trouve la fameuse ampoule en question qu'il offrira effectivement à Arensberg. Alors, Air de Paris va rester très longtemps dans la collection personnelle d'Arensberg, qui ne va pas la rendre publique sauf à des amis, jusqu'en 1937, où Georges Hunier va éditer une série de 21 cartes postales surréalistes, hein, c'est l'appellation qu'il leur donne, et parmi cette série se trouve le fameux Air de Paris que vous voyez ici, et qui va le rendre public, en quelque sorte, le publiciser, pour employer un affreux anglicisme. Le ready-made y apparaît dans sa forme originelle, donc une ampoule, comme vous voyez, à la forme étrange pour qui n'y connaît pas grand-chose, avec des dimensions qui ont été largement calculées, 21, 14 cm, avec une étiquette apparemment d'origine portant l'inscription sérum physiologie, et donc l'intitulé Air de Paris. Beaucoup ont douté par le passé, et jusqu'à une époque relativement récente, du caractère préalablement manufacturé de cet objet. Certains l'ont trouvé trop beau pour être vrai. Ils se sont aussi probablement appuyés sur des versions ultérieures d'Air de Paris, hein, puisque nous allons voir que la version originale va être malencontreusement brisée. Alors, dans une lettre si je me souviens bien, du 9 mai 1949, Duchamp écrit à son grand ami, Rocher, que je ne me trompe pas de nom, voilà, Henri-Pierre Rocher. Leur correspondance a été éditée il y a quelques années. Il lui demande il est catastrophé parce que le Air de Paris a été malencontreusement cassé par Arensberg dans le cadre d'une manipulation. Donc, voilà, il est très triste de ça, et il demande à Rocher de se rendre à l'angle des rues Blomet et de Vaugirard,
là, dit-il, se trouvait plutôt la pharmacie où il s'était procuré, donc en 1919 quand même, 30 ans auparavant, l'ampoule en question. Il la dessine dans le cadre de sa lettre, et il dit à l'attention de Rocher, demande au pharmacien de la vider de son contenu et de ressouder le verre à la lampe. Hein, il précise par ailleurs le volume 125 cc pour indication. Donc la lettre est bien connue. Alors il se trouve que la pharmacie en question, parce qu'il faut toujours vérifier avec Duchamp, la pharmacie en question existe bien. Donc là, vous êtes à l'angle de la rue Blomet. Vous voyez l'appellation, comme c'était courant à l'époque, pharmacie tout en haut de l'immeuble. Et en bas, vous voyez la pharmacie qui est appelée pharmacie de la Croix-Blanche à l'époque. Alors bon, ne faites pas attention aux pompes funèbres qui sont à côté de la pharmacie, il n'y a pas de lien entre les deux. La pharmacie de la Croix-Blanche, ben, elle a vraiment existé. On peut trouver ici et là des factures, et on voit par exemple que dans les années 1900, c'était un certain Pagès, pharmacien chimiste de l'École supérieure de Paris, qui en était le gérant. Elle existe toujours, hein, soit dit en passant. Je m'étonne qu'on n'y ait pas mis une plaque pour honorer l'événement qui va s'y dérouler. Voilà, la pharmacie, peut-être que le pharmacien propriétaire de cette officine ne sait même pas que Marcel Duchamp est rentré un jour pour demander à fabriquer un ready-made. Donc, on a mis, comme je vous l'ai dit, en doute l'existence de telles ampoules, à la forme si harmonieuse, bizarre, étrange, et on avait tort, puisque si l'on consulte par exemple une spécialisée intitulée L'accessoire de pharmacie, nous sommes en janvier 1906, sont évoquées les ampoules employées en sérothérapie. Et donc, on voit bien que nous avons un modèle d'ampoule. On parle d'ampoule massive, c'est le terme qu'on utilise à l'époque, que ce type d'ampoule était couramment utilisé dès la fin du 19e siècle. Hein, donc, c'était bien antérieur au moment où Duchamp va réaliser son Ready-Made, essentiellement pour les hémorragies graves. Hein, ça permettait évidemment d'injecter des doses massives de sérum physiologique suite à un accident, à une opération ou à l'accouchement, par exemple, les anémies, le choléra. Hein, c'est dans le cadre du choléra que les ampoules massives vont être imaginées dès les années 1830 en Écosse, en particulier par Thomas Latta. Donc, pour regonfler en quelque sorte les personnes affectées par ces différentes maladies ou problèmes chirurgicaux, eh bien, on utilisait ce qu'on appelait liquide physiologique, qui était en fait une solution saline à base de chlorure de sodium. C'est toujours utilisé de nos jours, mais évidemment plus dans ce type d'ampoule. Alors, ces ampoules, elles étaient compliquées à réaliser, beaucoup plus compliquées à réaliser que les ampoules buvables, par exemple, qui étaient déjà au point à cette époque-là, et nécessitaient l'intervention de personnel spécialisé, de souffleurs de verre ou de souffleuses de verre, comme on peut voir par exemple dans cette annonce. Nous sommes le 3 octobre 1918, donc quelques mois avant la réalisation d'Air de Paris. C'est dans l'Intransigeant, et vous voyez une demande de souffleuse de verre pour ampoule au sérum, apte qui plus est à diriger un petit atelier écrivé à Rivière, rue d'Houtot, etc. Ça veut dire qu'il y avait de la fabrication industrielle, mais il y avait aussi de la fabrication plus ou moins artisanale de ces ampoules en fonction de, évidemment, la demande. Quand on regarde
par exemple, l'annuaire du commerce. Là, c'est l'édition de, je ne sais plus la date, mais nous sommes dans les années 20. On voit, par exemple, la Verrerie industrielle et médicale, donc une société anonyme, un capital relativement important, qui propose différents types d'ampoules. Parmi ces ampoules, on repère de façon très nette le modèle à peu près qui va servir à Marcel Duchamp. Voilà. Donc on explique, il y a tous les formats possibles et imaginables. Et là, j'ai mis côte à côte l'image qui est reproduite dans l'annuaire, l'image que l'on a vue dans la revue L'Accessoire de pharmacie de 1906 et le modèle qui va être utilisé, enfin le ready-made qui va être réalisé par Marcel Duchamp. Alors ce qu'on remarque comme ça, rien qu'en regardant de façon lointaine cet objet et cet objet-là, c'est que ça a été raccourci ici et ça a été raccourci là. Donc on voit déjà l'endroit où s'est faite l'intervention. Alors, au départ, les ampoules dites massives, donc acérothérapie, avaient comment dire, une partie supérieure, une extrémité supérieure qui était déjà recourbée, mais elle était recourbée plus largement, ce qui posait des problèmes pour l'emballage et bien évidemment pour l'expédition. Ça la rendait extrêmement difficile et il y avait beaucoup de casse. Au fil du temps, on s'aperçoit qu'il est plus judicieux de d'écourter un peu le crochet et puis surtout de le ramener contre l'ampoule pour éviter les chocs fatidiques. C'est du verre, donc évidemment, par définition, c'est cassable. Alors j'ai fait une découverte récemment en allant sur un site de vente aux enchères bien connu, mais que je ne citerai pas. Une personne vendait cette chose-là. Donc, il s'agit d'une ampoule de sérothérapie pleine, qui plus est. Il s'agit, dans ce cas précis, d'un sérum isotonique glucosé et non pas de NaCl comme dans le cas de Marcel Duchamp, mais le principe est le même. Donc vous voyez l'ampoule avec son extrémité supérieure recourbée et l'extrémité inférieure droite et l'ampoule qui était préservée comme ça dans un emballage de carton. Il s'agit des ampoules Invar sur lesquelles j'ai malheureusement pour l'instant peu d'informations, qui étaient fabriquées par une grosse société de l'époque qui s'appelait la Pharmacie Centrale de France. Donc, j'ai redressé un petit peu cette image et vous voyez qu'on se rapproche beaucoup du ready-made de Marcel Duchamp. Alors, pour expliquer rapidement comment a dû fonctionner Marcel Duchamp, voici un modèle d'injection de soluté massif qui était largement utilisé au début, enfin à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il s'agit du système imaginé par une entreprise créée par des pharmaciens qui s'appelait Chevretin et Lemat. Alors pour les besoins de la formation, de ma démonstration, j'ai superposé maladroitement, bien évidemment, les flacons, celui de la verrerie industrielle et médicale, mais aussi le ready-made utilisé par Marcel Duchamp. Alors, je vais vous expliquer à partir de cette image le mode d'emploi et comment a été comment on utilisait déjà ce type de flacon, et ensuite ce qu'a dû faire le pharmacien à la demande de Marcel Duchamp dans l'officine de la rue Blomet. Alors, quel est le mode d'emploi
de ce type d'ampoule. Donc, il faut imaginer que l'ampoule a été réalisée dans une entreprise plus ou moins industrielle, hein, production plus ou moins large. Tout cela a été scellé au chalumeau, comme on dit à l'époque, on dirait plutôt bec benzène à la nôtre, et tout ça est stérilisé, hein, très important évidemment, à l'autoclave, généralement à une température de 120 degrés. Bien. Une fois que le produit arrive entre les mains, par exemple, du chirurgien, hein, puisque les usages seront très importants dans les cliniques chirurgicales, évidemment, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, le technicien ou le chirurgien ou son préparateur va flamber d'abord la partie inférieure de l'ampoule. Donc cette extrémité longue avec des petits renflements que l'on voit sur cette image. Avec des pinces, il va couper cette extrémité le plus proprement possible, puis il va secouer un petit peu le flacon en question pour évacuer à la fois quelques gouttes du soluté, donc pour amorcer en quelque sorte la future injection du liquide, et par la même occasion les éventuels éclats de verre qui pouvaient s'y trouver. Évidemment, il ne s'agissait pas d'injecter également des petits éclats de verre dans la circulation. Ensuite, on adaptait cette extrémité qui avait donc été cassée à un tube en caoutchouc d'une longueur qui était variable. Là, vous avez le système Allion et Carion qui est présenté, hein, qui correspond pratiquement au système Chevretin-Lamat. Et voilà, on avait déjà le premier élément. Ensuite, il fallait briser l'extrémité supérieure de la fiole en question, donc l'extrémité supérieure recourbée, et garder la partie recourbée restante pour accrocher la fiole à un clou, à un cadre, enfin quelque chose qui pourrait supporter au-dessus du patient la fiole en question. Et ensuite, on procédait à l'injection, donc le soluté isotonique était alors, comme on dira plus tard, perfusé à un débit qui était adapté, d'où la pince visible dans le dispositif que vous avez face à vous. À partir de là, et donc, ça a révolutionné la chirurgie, parce qu'il y avait beaucoup d'opérations chirurgicales qui conduisaient à des hémorragies contre lesquelles on ne pouvait pratiquement rien faire. Et le fait d'avoir effectivement des quantités importantes, massives de soluté de NaCl permettait de restaurer en quelque sorte l'hémodynamie chez les patients. Dès lors, on peut comprendre ce qui s'est passé lorsque Marcel Duchamp est rentré dans la pharmacie de la rue Blomet. Alors, la première remarque que je m'étais faite en lisant cette histoire, c'est que, évidemment, Marcel Duchamp n'a pas pu voir l'objet en question dans la vitrine. On imagine mal une officine de l'époque mettre une fiole de cette sorte dans sa vitrine, quoique peut-être était-ce un pharmacien qui trouvait l'objet beau et qui s'en était servi pour décorer, mais toujours est-il qu'il rentre dans la pharmacie, lui demande une ampoule donc, de 125 millilitres de soluté physiologique et lui demande donc de casser net l'extrémité inférieure du flacon en question. Ensuite, il va lui demander de faire de même avec l'extrémité supérieure recourbée. D'accord. Aussitôt, l'air de Paris, mais on devrait dire plutôt de l'officine de la rue Blomet, se substitue au liquide qui va se mettre à couler très logiquement et le tour est joué. Hein.
Donc, la gravitation va faire tout son effet. Il suffit alors de refermer les deux extrémités, donc l'extrémité de la partie courbe et l'extrémité de la partie rectiligne, avec un chalumeau, un bec-pincène, pour obtenir la fiole en question. Et ensuite, l'intervention consiste à la baptiser et donc à l'intituler Air de Paris. Donc cette Air de Paris va avoir une grande aventure. Il existe un certain nombre de répliques qui sont parfois même tardives. L'exemplaire qui se trouve au Musée national d'art moderne de Paris, donc au centre Pompidou, date de 1964 par exemple, n'a pas la même taille. Il est d'une certaine façon plus harmonieux, mais en même temps un peu moins excentrique, un peu moins artisanal que celui que vous avez sous les yeux. Et donc, il m'a semblé, dans le cadre de la fête de la science, intéressant de mêler les connaissances que l'on peut avoir sur ce type d'appareil, qui mériterait d'ailleurs d'être approfondi, ce type de flacon plutôt, et l'histoire de l'art. Et Dieu sait si Marcel Duchamp a eu une influence considérable sur cette dernière. Voilà, je vous remercie. Voilà, j'essaye de... Bon, j'ai tout perdu, j'ai pu... Voilà, arrêtez de partager. Bien, voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Moi, j'ai beaucoup apprécié, je ne sais pas si on m'entend. Oui, parfaitement. Ouais, désolé de commencer, mais moi aussi j'aime beaucoup Marcel Duchamp, mais vraiment comme amateur, hein, Oui. et comme projet, quoi, hein, de rupture dans la conception qu'on a de l'art. Hein. Et bon, c'est vrai que je m'étais beaucoup intéressé à l'urinoir. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'il va, comment dire, il va déceler la beauté de l'utile. Il va prendre donc des objets manufacturés et à partir de son regard, il va les transformer. Hein. C'est un peu ce que Sartre disait par rapport à la littérature, en fait. Hein. C'est le lecteur qui fait le livre, et là, c'est nous-mêmes qui faisons l'œuvre d'art, en définitive. Et lui, il nous aide comme simple... c'est un aidant, en fait, hein, qui va distinguer quelque chose et qui va attirer l'attention sur ce quelque chose qu'on ne distingue pas d'habitude. Donc, comme l'urinoir, effectivement, mais c'est très beau un urinoir, finalement. Quand un urinoir en porcelaine, c'est magnifique. Et bon, donc il va au BHV et il trouve ça, bon, d'après ce qu'on dit en tous les cas. Oui. Et voilà. Et donc c'est sa démarche, sa distinction, et c'est un médiateur en fait. C'est un médiateur. Mais là, c'est encore autre chose parce que là, il y a une transformation de l'objet en fait, qui est un très bel objet, hein, parce que l'industrie produit des belles choses. Alors, on produit du cinéma, mais on produit aussi des objets qui sont très beaux, même s'ils ne sont pas faits pour être beaux en définitive. Et c'est là la puissance créatrice de l'artiste, qui n'est pas dans la fabrication même, hein, mais qui est simplement dans la distinction. Et je trouve ça absolument génial, mais je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et je suis fasciné par ce que tu as pu découvrir, hein, parce que tu as fait un vrai travail de recherche. Là, pour le coup, c'est un vrai travail de recherche. Franchement, ça mériterait une publication, quelque chose, parce que, en tout cas, Alors, moi, je je dois avouer connais... que j'ai publié un petit article sur la question par Ah, le passé. Il y a d'autres personnes qui se sont penchées sur cette question, mais plus effectivement sur l'aspect esthétique, qui est ah, frappant, comme tu le dis, qui est fascinant. Quand on regarde ce flacon, on se dit, mais ça saute aux yeux, que c'est beau, que voilà, que c'est à la fois étrange et beau. Les deux sont souvent liés, d'ailleurs, l'étrangeté est souvent belle et réciproquement. Mais moi, c'était plutôt d'essayer de comprendre
pourquoi on faisait des flacons comme ça, à quoi ça servait, parce que maintenant on a l'habitude, hein, ce sont des poches en matière plus ou moins plastique qui sont suspendues au chevet des patients, ça se casse pas, donc c'est bien, c'est impeccable, ça donne des bons résultats, on peut les changer facilement, mais ce système était paraît diablement archaïque, évidemment, par rapport aux usages actuels, mais là, on rentre dans l'histoire des techniques. C'est justement, Voilà. on ne savait pas faire ces poches qu'on utilise de nos jours, et il a bien fallu passer par des intermédiaires. Et parmi ces intermédiaires, il y avait ces ampoules massives qui ont été utilisées finalement assez longtemps, hein, puisque j'en trouve la trace à la fin du 19e siècle. Peut-être y en avait-il avant, et en 1920, enfin 19, Marcel Duchamp en trouve dans une officine parisienne, ce qui est quand même assez frappant, et ça continue dans les années 30, on en trouve dans les années 30 également. Oui, tu as retrouvé quand même des éléments qui alimentent ta thèse récemment, Oui. quoi. Oui. Ah oui, alors ça, Ça, c'est- c'est fascinant. Je regardais sur ce site que je ne citerai pas, et je vois ça. Alors, le prix était un peu prohibitif, donc je Ah n'ai pas oui. pu Ah bon. l'acquérir. Ça, C'était quand même plusieurs centaines d'euros. Alors, bon, je suis pas non plus un fanatique oui, oui. de collectionner tous les objets qui ressemblent à l'objet de Duchamp. J'aurais bien aimé l'original de Duchamp, mais c'est difficile. Et je vois ça, et ça saute aux yeux que c'est exactement la même chose. Simplement, la confection a été faite par des souffleurs de verre différents, tout simplement, et qui n'ont pas adopté la même forme, le même format, etc. Et je me dis d'ailleurs que qui peut acheter sur un site d'enchères en ligne une, un flacon comme celui-là, qui doit être périmé hein, depuis pas mal de décennies, à part justement un historien de l'art et qui a fait le recoupement comme je l'ai fait immédiatement. Donc j'imagine que ça va ressortir à un moment pour une exposition ou je ne sais quoi, parce que c'est très très difficile de trouver des exemplaires de ces fioles. Alors, c'est facile à comprendre, c'est extrêmement fragile, donc là Oui. vous êtes c'est la même chose que pour la photographie dont on parlait avec Marc tout à l'heure. Toutes les photographies sur verre, eh bien finalement, il y en a très très peu qui ont été conservées, hein. J'ai travaillé beaucoup sur le docteur Eugène Louis Doyen en particulier, qui était un énorme photographe, qui avait des dizaines de milliers de photographies, mais qui étaient toutes sur verre, et toute sa collection pratiquement a disparu parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, son laboratoire pharmaceutique dans lequel il les stockait a été bombardé, tout simplement. Voilà, j'aimerais bien en trouver une, voilà, dans une brocante. Je vous rachète ça pour 50 centimes d'euros. Euh, et je suis large encore. Ouais. Voilà. Et donc, il lui a vraiment offert Oui, c'était cet objet. C'était à la fois son ami, mais c'est un Ouais. gros mécène, hein. Ouais. Il vit des commandes d'Arensberg et de quelques autres, évidemment, mais il y a un rapport ambigu, évidemment, comme souvent dans ces métiers en rapport avec l'art, entre le commanditaire, qui n'est pas vraiment un commanditaire, hein, Oui. puisqu'il Oui. il est au courant, hein, finalement, il est au courant au moment où il le reçoit, et le moment et donc l'artiste en question. Oui, il y avait peut-être un côté allégorique. Je te donne de l'air de Paris, mais tu me donnes un peu de sérum pour que je fasse mes œuvres, quoi. Le sérum, Je ne sais c'est pas, un là, peu je ne sais d'argent, pas. quoi. C'est une hypothèse, Comment- on l'étudiera très attentivement pour revenir l'année prochaine en reparler. En tout cas, ça Voilà. confirme qu'il y a un grand nombre de contrefaçons sur les sites de vente des enchères en ligne. Oui, enfin, il y a, Il me alors, casse le rêve, Arnaud, franchement. c'est- non, moi je pense que l'emballage est tout à fait vraisemblable, l'étiquette également, je pense que c'est... Non, ça a dû être conservé dans un grenier ou peut-être oui, un grenier d'officine ou quelque chose comme ça. Et puis peut-être que la personne a trouvé ça rare. Je ne sais pas si elle a fait le rapprochement avec l'œuvre de Duchamp, mais voilà,
c'est la rareté qui a provoqué ce prix relativement important pour lancer les enchères, je pense. On va regarder différemment toute la verrine de nos laboratoires de chimie. Hein. Tout à fait, hein. Peut-être qu'il s'en trouve effectivement dans des collections. Ça serait intéressant de rechercher ce type de flacon. Bien.